Bonjour, au sommaire de cette édition Covid-19, la situation de plus en plus inquiétante, 2 décès, 14 cas graves, 127 nouvelles cas de contamination, une situation qui nécessite une mobilisation et un renforcement du système sanitaire. Abdoulaye Diouf Sarr alerte dans ce 12 heures à Kaolack, l'une des régions les plus touchées avec 288 cas. La police a interpellé plus de 100 personnes en une semaine à Dakar malgré la présence des forces de l'ordre. Pas de respect des mesures barrières dans certains quartiers. Les médecins sur le terrain pour faire le point en attendant un dispositif de veille est mis en place. Vous entendrez la réaction du secrétaire général du SAMES, Yeri et camarades, dans cette édition. Et puis sur l'international, en Côte d'Ivoire, l'opposition met fin du moins à son mot d'ordre d'obéissance civile. Elle appelle à une grande manifestation pour la paix. L'actualité sportive, la page culture et la revue de presse complète cette édition. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Le bilan encore provisoire de l'incendie qui s'est déclaré mercredi soir dans un entrepôt où vivaient des migrants à Bandolana en Espagne fait état de beaucoup de victimes côté sénégalais. D'après les premières informations reçues par Horizon Sans Frontières, au moins 4 ressortissants sénégalais ont perdu la vie dans cet incendie. Environ 200 immigrés vivaient dans cet immeuble dans des conditions très précaires. L'État du Sénégal doit s'auto-saisir via le procureur pour déterminer les circonstances de ce drame, selon Boubacar Seye, le président de Horizon Sans Frontières. Sud FM. Covid-19, 2 décès, 14 cas graves en réanimation. La situation de plus en plus préoccupante avec cette tendance haussière. 127 cas de contamination ce vendredi, 63 cas communautaires répartis entre Dakar, Saint-Louis, Kaolack, Diourbel et Louga. La nouvelle situation nécessite une mobilisation et un renforcement du système sanitaire, selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Abdoulaye Diouf Sarr a fait le point du jour, on l'écoute. Sur 1397 tests réalisés, 127 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,09%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 64 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé nous provenant de l'aéroport ou des frontières. 63 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 6 cas à Fatick et à Richardson, 5 cas à Dakar Plateau, 4 cas à Fann Bel-Air et à Ouest Foire, 3 cas aux Almadies, à Mermoz et à Saint-Louis, 2 pour Kaolack, Mamel, Médina, Ngor, Ouakam, Pikine et enfin un cas dans les collectivités suivantes: Amitié, Cité Keur Gorgui, Dara, Diakhao, Guédiawaye, HLM, Grand Médine, HLM Grand Yoff, Kébémer, Liberté 6, Louga, Niary Tally, Sacré-Cœur 3, Sandaga, Sangalkam, Touba, Yarah et Yoff. 65 patients hospitalisés ont été déclarés guéris. 14 cas graves sont pris en charge par nos services. 2 décès ont été enregistrés ce jeudi 10 décembre 2020. À ce jour, 16 893 cas ont été déclarés positifs, dont 16 015 guéris et 345 décédés. Donc actuellement, nous avons 532 cas en traitement. Cette situation démontre l'urgence et la nécessité de nous mobiliser davantage et de renforcer le système de prévention et le respect des mesures barrières. Nous continuerons à davantage accompagner les personnels de santé et d'action sociale en l'exécution correcte de leur mission. C'est dans l'unité et la cohésion que nous parviendrons à vaincre la Covid-19. Ce vendredi, Kaolack a enregistré 2 cas issus de la transmission communautaire. Au total, depuis le début de la pandémie, la région a eu 288 cas positifs, pour la plupart des cas communautaires. La police sur le terrain a interpellé plus d'une centaine de personnes en l'espace d'une semaine au niveau du centre-ville et des gares routières pour non-respect du port de masque. Toutefois, certains continuent de violer ces mesures barrières. Correspondance depuis Kaolack, Mamadou Camara. Ce vendredi, Kaolack a enregistré 2 cas qui sont issus de la transmission communautaire, mais malgré ces chiffres qui sont déclarés positifs à la COVID-19, le nombre de cas est négligeable à Kaolack par rapport à d'autres localités du pays. Toutefois, les autorités administratives et médicales continuent de conjuguer leurs efforts pour mener une vaste campagne de sensibilisation afin de faire face à la propagation de la pandémie et au risque de contamination dans l'espace public. Sur le terrain, même si le port de masque est obligatoire, il n'en demeure pas moins que certains citoyens ne le respectent pas toujours. C'est le cas notamment au niveau du marché central ou dans certains lieux de commerce très fréquentés par les populations. Par
Par contre, dans les services publics et privés, le contrôle des mesures barrières est très rigoureux. Au niveau des gares routières, les responsables du secteur des transports, sur fonds propres, ont dégagé des moyens financiers pour acheter des masques et des gels alcooliques qu'ils offrent aux passagers. Au niveau des établissements scolaires, les autorités académiques ont également donné des instructions fermes pour veiller sur les potages. Là aussi, la seule difficulté réside dans le fait que les moyens ne sont pas suffisants pour couvrir les besoins en masques dans tous les établissements scolaires dépendant de la circonscription académique de Kaolack. Les forces de l'ordre sillonnent le centre-ville et les gares routières pour contrôler et veiller sur le respect des dispositions sanitaires et les mesures qui sont exigées par le ministère de l'Intérieur. En une semaine, plus de 100 personnes sont interpellées par les limiers pour non-respect des mesures barrières. 20 à 30 personnes sont quotidiennement conduites par ces limiers au niveau du commissariat central. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Mamadou Camara, au lendemain de la publication des nouvelles mesures dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, la situation est restée encore inchangée. Dans la rue, le port de masque est foulé aux pieds par plusieurs citoyens. Toutefois, certaines personnes ont tout bonnement décidé de faire de la sensibilisation leur credo. Reportage Joseph Biagekali. Dans la rue, les masques ne sont nullement pas aux parties indiquées par les autorités sanitaires et de surcroît, les mesures prises par le ministre de la Santé n'ont pas encore changé les choses. Les masques sont mis au menton, parfois accrochés à l'une des oreilles, tantôt serrés entre les doigts ou ne couvrant que la bouche. Bref, peu de gens se conforment à cette décision qui est foulée aux pieds par une bonne partie de la population. Une attitude qui choque M. Ndiaye, 3e âge, qui dorénavant va corser la prévention chez lui puisqu'étant une personne vulnérable. Un constat amer en vous disant que les personnes âgées sont plus matures que la jeunesse actuelle. Mais néanmoins, il faut dire que l'État doit prendre ses responsabilités. Moi, je ne peux pas concevoir, arrive chez moi, que je dois lui faire un câlin. C'est un potentiel. Mais la personne vulnérable, ça sera moi. J'ai jamais baissé les bras. Donc, je suis obligé de continuer ce que je faisais au début, à la maison. Trouvé dans son entreprise, ce monsieur aborde dans le même sens. Pour lui, rien ne sera laissé en rade pour une meilleure prévention. Comme il y a eu vraiment de nouvelles mesures qui sont tombées, donc je compte être un peu plus rigoureux par rapport à tout ça. Du gel uniquement, parce que étant donné que l'espace n'est pas très grand, mettre des lavoirs, ça ne sera pas très aisé. Dans ce restaurant où le dispositif sanitaire est déjà en place, la gérante promet que les plats à emporter sont de plus en plus privilégiés. Tu sais, il n'y a pas de changement. On a nos masques tout le temps et on l'exige à tous les clients qui viennent. Si quelqu'un finit de manger, la table est soigneusement nettoyée, mais la majorité des clients optent pour les plats à emporter, chose que nous soutenons aussi. Face à la hausse des cas de coronavirus notée ces dernières semaines, les autorités ont encore établi des mesures pour la lutte qui sont pour l'instant respectées, mais timidement. La deuxième vague tant redoutée s'est finalement installée dans le pays. C'est ce qui ne surprend guère le syndicat autonome des médecins du Sénégal qui avait très tôt alerté. Les médecins vont sur le terrain pour évaluer les besoins du corps médical. En attendant, un dispositif de veille sera mis en place pour surveiller sur les cas graves. Les populations aussi sont appelées encore une fois de plus à respecter les mesures barrières. Dr Yeri Kamara, le secrétaire général du SAMES, que nous écoutons avec Mabiara Da Silva. Quand nous voyons une courbe épidémiologique qui atteint son niveau le plus bas et qui reprend de plus belle, c'est évident. On n'a pas besoin d'avoir une centaine de cas pour dire que c'est une deuxième vague. La deuxième vague est installée depuis qu'on a vu la recrudescence des cas. Il faut vous référer à notre déclaration consécutive à notre scène. Donc vous verrez que déjà on commençait à alerter. Est-ce que le corps médical a les moyens de faire face à cette deuxième vague? Bon, comme vous le savez, personne n'a les moyens absolu pour faire face à une maladie dont on ne connaît pas l'ampleur dans le futur. Donc ce qu'on peut faire, c'est prendre des mesures pour en tout cas être capable de prendre les cas et mettre en place un dispositif de veille. Je pense que le ministère de la Santé a commencé déjà à, en tout cas, à faire le point par rapport au centre de traitement. Et au niveau des différentes régions, le dispositif est toujours mis en place pour faire face. Maintenant, il faudrait que la communauté suive, parce que c'est la communauté au finish qui va déterminer un peu l'ampleur de cette vague. Vous savez, la tutelle avait déjà mis en place des moyens. Donc les moyens n'ont pas cessé de venir. Actuellement, maintenant, il faut faire le point pour voir où est-ce qu'on en est par rapport à cette nouvelle épidémiologie qu'on voit.
et faire le point rapidement, remonter les informations. Mais il faut savoir que chaque semaine, le point est fait par rapport au matériel, par rapport aux malades et le suivi ne s'est jamais arrêté. Même lorsqu'on était au niveau le plus bas, le suivi se faisait. Donc je pense qu'il n'y a pas péril à la demeure. Il faut maintenant surveiller les cas graves, le nombre de cas graves et pouvoir ajuster. Parce que c'est la capacité litière en matière de réanimation qui conditionne un peu le caractère confortable de la prise en charge ou bien des tensions en milieu de soins. L'interdiction des rassemblements dans les terrains de sport est un coup dur pour le sport sénégalais, le football en particulier, selon le président du Casa Sport. Pour Seydou Sané, c'est l'avenir des milliers de jeunes qui risquent d'être hypothéqués avec cette mesure. Il invite les autorités à revoir cette décision afin de sauver le football du pays. Seydou Sané, que nous écoutons avec Ben Michel Kanfoudi. J'avoue que depuis l'annonce du communiqué du ministre de l'Intérieur appelant les arrêtés 024 066 et 024 068 du 5 octobre 2020, mon téléphone ne cesse de sonner. Nos joueurs en stage surtout, qui sont en Gambie en ce moment, sont dans la panique. Ils sont à leur dernière semaine de préparation pour un championnat qui devrait débuter le 2 janvier 2021. Ils s'indignent vraiment du sort qui va leur être réservé. Presque plus d'1 an que le championnat peine à décoller, véritablement. Ne pas commencer ce championnat serait une véritable catastrophe. Des milliers de jeunes ayant choisi les métiers du sport verront leurs rêves brisés. C'est la raison pour laquelle nous comptons vraiment sur les hautes autorités de ce pays pour accompagner le monde sportif à travers le ministère des Sports, pour que le protocole sanitaire déjà établi soit partagé avec l'ensemble des acteurs du mouvement sportif, pour qu'à l'instar des autres pays, que les acteurs puissent retrouver le chemin des stades dans le respect strict des mesures barrières. J'ai espoir, vraiment, c'est un cri de cœur, que notre appel sera entendu pour que vive le sport au Sénégal. Covid-19 et maladies vasculaires, il y a bel et bien une corrélation et dans le monde, les maladies thromboemboliques représentent 20% des malades. Il y a aussi que la plupart des morts sont liées à des phénomènes cardiovasculaires qui tuent plus que les autres pathologies dans le monde. 95% des décès à l'âge adulte sont dus à des complications cardiovasculaires. Le Sénégal n'est pas épargné selon le Dr Massamba Thiam, cardiologue et membre du bureau de la Société sénégalaise de cardiologie. Le médecin demande une meilleure prévention. Nous l'écoutons, il est avec Babacar Sambo. Effectivement, il y a un lien entre Covid et maladies cardiovasculaires ou thromboemboliques. C'est difficile parce qu'au Sénégal, on a des statistiques hospitalières. Ça ne représente pas la totalité. Mais comme partout dans le monde, les maladies cardiovasculaires représentent à peu près 20% des maladies. Au Sénégal, tout ce qu'on peut dire qu'il y a une progression des maladies cardiovasculaires. On le voit tout le temps, on entend des morts subites, tout le temps, on entend des problèmes cardiovasculaires. Mais il faut savoir que dans le monde, les premières causes de mortalité, ce sont les maladies cardiovasculaires. Ça veut dire le cœur et les vaisseaux. Soit par l'accident vasculaire cérébral, ce qu'on appelle les AVC, ou bien la crise cardiaque. Et en Afrique, c'est 80% de mortalité liée à ces affections-là à l'âge adulte. Donc ce n'est pas le sida, ce n'est pas la tuberculose du plus de monde, ce sont les maladies cœur et vaisseaux. Donc le Sénégal n'est pas épargné. Oui, les défis ici, comme je l'ai toujours dit, c'est la prévention. En médecine, les Européens ont fait beaucoup de progrès. Certes, il y a la technologie, mais il y a la prévention. La prévention commence par sensibiliser les patients, découvrir santé, quand est-ce qu'il faut venir. Ça, c'est la première chose. Il faut éduquer les patients. Et troisième chose, il faut que soient accessibles les soins de santé. Tout le monde sait. Le parcours recamboutant d'un malade qui va à un hôpital pour avoir un rendez-vous. Et tout ça doit être, c'est un ensemble qu'il faut améliorer, qui interprète les médecins, les autorités, tout le monde pour que les choses s'améliorent. Le bureau de la Société sénégalaise de cardiologie a organisé ce vendredi son 5e congrès sur le syndrome coronaire et la mort subite, entre autres. Il est 12h15 sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Sen Radio. Sud International. En Côte d'Ivoire, l'opposition met fin à son mot d'ordre de désobéissance civile et appelle à une grande marche pour la paix dont la date n'est pas encore déterminée. Dans une adresse, le chef de file de l'opposition, Arikona Bédi, rejette un prochain tête-à-tête avec le président Ouattara. Il propose un dialogue national avec tous les acteurs de la scène politique ivoirienne afin de résoudre définitivement les problèmes nés de l'élection présidentielle du 30 octobre dernier. Abidjan, Justin Assalé. Arikona Bédié récuse une prochaine rencontre avec le président Alassane Ouattara et le propose en lieu et place d'une éventuelle rencontre un dialogue national pour résoudre tous les problèmes issus de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Un dialogue qu'il veut inclusif. Dans ce message dit message à la nation, le chef des files de l'opposition met fin au mot d'ordre des désobéissances civiles,
enterrant ainsi le CNT, le Conseil national des transitions, né au soir du scrutin présidentiel, et appelle à une grande marche pour la paix dont la date n'a pas encore été déterminée. Cependant, Henri Konan Bédié exige la mise en œuvre d'un véritable processus de réconciliation qui doit prendre en compte le retour des exilés sans exception et la libération des prisonniers politiques et militaires, la réforme de la commission électorale indépendante et l'organisation des élections, notamment présidentielles, transparentes, crédibles et inclusives dans un climat apaisé. Une adresse qui vient à quelques jours seulement de l'investiture du président Alassane Ouattara dont l'élection reste toujours contestée. Une investiture qui devrait se tenir le lundi 14 décembre prochain à Yamoussoukro, mais finalement délocalisée au palais présidentiel à Abidjan Plateau en cercle restreint. Rappelons que la crise née de l'élection présidentielle a fait officiellement 87 morts, de nombreux blessés et dégâts matériels. Justin Assalé, Abidjan pour Sud FM. Actualité sportive que nous démarrons par le basket avec l'Afro-Basket U18. Les Lionceaux et les Lioncelles sont attendus aujourd'hui à Dakar à partir de 17h40 en provenance d'Égypte. Je rappelle que les Lionceaux sont qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde. Ils ont perdu la finale face au Mali, c'était avant-hier, 82-80. Nous parlons de football. Arsène Lex, coach de l'équipe nationale, a fait part hier de sa décision d'aller vendre son expertise ailleurs tout en restant président de la Ligue de Saint-Louis. Amara Traoré déclare ne pas comprendre du tout les citoyens de sa ville natale qui veulent une chose et son contraire. Il s'exprimait en marge d'une conférence de presse organisée par les dirigeants du club. Amara Traoré, que nous écoutons, il est avec Yves Tenteng. C'est fini l'association où on a un président unipersonnel qui est partout et qui fait tout. C'est fini ça. Même si par moment on m'a accusé d'être l'homme à tout faire, l'homme à être partout et voilà. Et quand je pars, les gens pleurent. Moi je ne comprends pas. Maintenant, je vous ai dit, mon rôle c'est de contrôler, d'évaluer et de faire des propositions pour garder le cap. Maintenant, dans le passé, la Linguère a eu des présidents médecins, des présidents avocats, des présidents hommes d'affaires. Et moi, j'ai que mon expertise et mon image pour vendre la Linguère. Donc, j'ai fait un dépassement de fonction avec mon image et mon expertise en essayant de vendre la Linguère un peu partout dans le monde, même au Sénégal et un peu partout dans le monde. Mais cette expertise peut m'amener en France, aujourd'hui il m'a amené en Guinée. Et l'autre jour, j'étais en Mauritanie, je suis en train de préparer aussi une autre ouverture pour aller signer là-bas une autre consultance. Ne soyez pas surpris parce que je vais le faire. Et quand on regarde de Saint-Louis un peu, il y a une minorité de personnes qui veulent m'enlever tous mes droits. Je n'ai pas le droit de prendre la parole technique. Quand je dis président coach, je n'ai pas le droit de dire président coach. Quand je rentre dans les vestiaires, je n'ai pas le droit de rentrer dans les vestiaires. Je n'ai pas le droit d'aider mes entraîneurs. Il y a même quelques-uns qui veulent m'enlever mes droits de membre. Donc moi, quel droit que j'ai? Moi, il faut qu'on m'explique qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse comprendre. Maintenant, là où il faut y aller, il faut porter plainte à la justice. Parce que l'association est régie par les nationalités déposées à la préfecture par les lois sénégalaises. J'ai choisi à Kaloum, c'est moi qui n'ai pas voulu entraîner, hein. C'est mon choix personnel qui fait que j'ai choisi d'être manager général avec des forêts élargies. Et en Mauritanie, je suis en train de négocier encore. C'est donc l'ancien coach de l'Union Sénégal, par ailleurs président de la Ligue de Saint-Louis, Amara Traoré. Il est 12h20. Nous accueillons Amadou Moustapha Dieng. Il nous présente le journal de la culture. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Chamboulement au niveau de plusieurs directions au niveau du département de la culture. Khoudia Diagne, conseillère aux affaires culturelles et ancienne coordonnatrice de la cellule des études et de la planification, hérite du poste du directeur des arts occupé jusque-là par Abdoulaye Koundoul qui va remplacer Saïd Sarsamb à la direction générale de la compagnie théâtrale nationale Daniel Sorano. Pendant ce temps, Ansoumana Sané est nommé lui directeur général du Grand Théâtre de Ndiaye Rose. Il remplace à ce poste Kessi Bousso, qui est nommé président du conseil d'administration du Théâtre national Daniel Sorano. Autre changement de taille, Abdoulaye Racine Senghor quitte l'administration générale du Monument de la Renaissance africaine pour le poste de président du conseil d'administration du Musée des civilisations noires. Hugues Diaz, ancien directeur de la cinématographie, est nommé secrétaire général du Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Rose et cède son fauteuil de directeur de la cinématographie à Germain Colli.
Présentation ce week-end à Saint-Louis du roman Les épines de la vie du professeur d'anglais et de français Seynabou Ndiaye. Le roman traite de plusieurs thématiques et a été publié aux éditions L'Harmattan. L'auteur promet une suite à l'histoire relatée, plus de détails avec Yves Tendeng. Les épines de la vie, c'est le titre du tout nouveau roman du professeur d'anglais Safietou Ndiaye, publié aux éditions L'Harmattan. Ce roman est un roman qui aborde en majeure partie les relations entre les enseignants et les élèves, mais surtout les élèves filles. Donc c'est une histoire d'amour entre une collégienne et son enseignant qui a mal tourné, mais la jeune fille a tenu à continuer sa lutte, à ôter les épines que la vie a placées sur son chemin pour atteindre ses objectifs et ses rêves. Le professeur d'anglais est également professeur de français de formation sorti de la FASTEF. J'ai eu la chance d'être très bien formée à l'école normale supérieure pour enseigner le français et l'anglais. Et j'ai enseigné ces deux matières avec la même aisance, et ce qui explique la publication de ce roman. Son choix de venir présenter son roman à Saint-Louis après la ville de Dakar n'est pas du tout fortuit, dit-elle. Saint-Louis était un passage obligé pour la place prépondérante qu'elle occupe dans le roman. Et c'est un peu pour parler des origines de la mère de l'héroïne et pour expliquer les raisons de la violence de sa réaction quand elle a été mise au courant de la grossesse hors mariage de sa fille. Et aussi parce que Saint-Louis occupe une place importante dans mon cœur. Un roman qui ouvre déjà la voie vers un second afin de continuer le travail. Pratiquement, les gens demandent la suite et la fin du roman ouvre des perspectives pour une suite à Les épines de la vie. Une cérémonie de dédicace qui a vu la présence d'éminents professeurs agrégés des universités, en l'occurrence Mamadou Kandji et Mamadou Thiam, entre autres, mais aussi des membres du cercle des écrivains et poètes de Dakar et Saint-Louis, en plus des parents, amis et collègues. Et tous y ont émis leur souhait de voir sous peu ce roman être introduit dans les programmes de l'enseignement au Sénégal. Je pense que ce serait une très bonne chose. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Et puis célébration de l'anniversaire du musée des civilisations noires. L'occasion a été saisie pour ouvrir un rayon d'exposition dédié à Cheikh al-Islam by Ibrahim Niass. Voici le directeur du musée des civilisations noires, Amadi Bokoum. En fait, cette ouverture a commencé il y a un peu plus d'un mois avec l'exposition de John Wan, un artiste de la rue, un Américain d'origine jamaïcaine, installé à Paris depuis plus de 30 ans et qui a trouvé son accomplissement dans l'insubordination. La rue devait être propre. Il ne l'a pas sali, mais il l'a habillé. Et là, il est venu habiller le musée. On a travaillé ensemble. J'ai été étonné. Au bout de 4 jours, ce qu'il a pu faire. Et il nous a laissé un très beau mur que tout le monde va continuer à pouvoir. Ne vous étonnez pas de ce que vous entendez. C'est la spiritualité africaine qui est en train de s'exprimer là-haut. Je ne vais pas être long, je vais même être très bref. Pendant 6 mois, nous avons vécu un calvaire dans ce musée. Parce qu'on était obligé de le fermer. Parce que durant ces 6 mois de fermeture, dans ce musée, on a beaucoup souffert. Non pas parce qu'on était fermé, mais parce qu'il y avait une grande tristesse quand on était dans les galeries. Les objets étaient tristes. Je salue aussi, je ne sais pas s'il est avec nous, Khalidou Kassé, qui a célébré avec nous son 40e anniversaire. L'exposition est encore là. Vous allez pouvoir continuer à l'admirer pendant encore 3 semaines. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. El Hadj Malick Ndiaye. Il est 12h41, c'est la fin de cette édition de Rappel des titres.
Covid-19, la situation de plus en plus inquiétante, 2 décès, 14 cas graves, 127 nouvelles cas de contamination, une situation qui nécessite une mobilisation et le renforcement du système sanitaire. Abdoulaye Diouf Sarr a alerté dans ce 12 heures à Kaolack, l'une des régions les plus touchées avec 288 cas. La police a interpellé plus de 100 personnes en une semaine. À Dakar, malgré la présence des forces de sécurité, pas de respect des mesures barrières. Dans certains quartiers, les médecins sur le terrain pour faire le point. En attendant, un dispositif de veille est mis en place. Et puis sur l'international, en Côte d'Ivoire, l'opposition met fin à son mot d'ordre de désobéissance civile. Elle appelle à une grande marche pour la paix. L'actualité sportive, la page culture et la RP ont complété cette édition présentée par Eladji Malinga. La partie technique était assurée par Hassan Thioune. Maud Faye vous retrouve à 13h pour le journal en